Brad, fais-nous une démonstration. Vas-y, prends-moi ce stylo, regardez, vas-y. Tu veux que je te vende cette merde? Il est super bon, regardez. Ce stylo-là. Il vendrait n'importe quoi. Fais-moi plaisir. Écris-moi ton nom sur cette putain de serviette. J'ai pas de stylo. Exact. L'offre et la demande, mon pote. Vous voyez, ils créent l'urgence et le besoin. Faut leur donner l'envie d'acheter. Pendant ou à la fin de votre phase de découverte, votre prospect ne vous dit pas mais combien ça coûte, cela veut dire que vous avez loupé votre phase de découverte. Si pendant votre démonstration, votre prospect vous demande combien ça coûte, alors vous avez loupé votre phase de démonstration. Si pendant votre closing, votre prospect n'est pas inquiet de savoir s'il peut vous faire confiance, alors vous avez loupé votre phase de découverte et votre phase de démonstration. Et à la fin de votre découverte, démonstration et closing, votre prospect vous dit au revoir et bonne chance, vous avez perdu votre deal. Vous souhaitez continuer à faire des actions pour éviter de ne pas perdre vos deals, vous continuerez à les perdre si vous ne savez pas faire confiance aux mécanismes logiques, naturels et humains de la confiance pour pouvoir les gagner. Aujourd'hui, cette vidéo pour vous expliquer la différence qu'il y a entre la création d'un besoin et la révélation d'un besoin. Avant de rentrer dans ce niveau de détail, on me pose souvent la question, Jean-Marc, mais c'est quoi cette fameuse connaissance du cycle d'achat? Et est-ce que cette connaissance va nous permettre d'augmenter notre taux de transformation d'opportunité et donc notre chiffre d'affaires? C'est qu'effectivement, cette fameuse connaissance du cycle d'achat, vous pouvez continuer à vendre sans connaître forcément cette connaissance du cycle d'achat. Donc voilà, donc c'est premier point important, c'est que cette connaissance du cycle d'achat ou cette méconnaissance du cycle d'achat ne vous empêche pas de ne pas vendre. Tout le mécanisme, toute la compréhension, toute la mise en place opérationnelle d'un point de vue commercial, managérial, repose sur l'humain. Et en fait, la performance n'est pas liée à la méthode, mais en fait, elle est liée à l'application de cette méthode. Et en aucun cas, comme certains éditeurs ou cabinets de conseil, encore une fois, je peux vous dire avec certitude que grâce à ça, vous allez pouvoir doubler, tripler, quadrupler votre chiffre d'affaires. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est de savoir pourquoi et comment un client achète pour pouvoir mieux vendre. Donc en fait, moi, je ne suis pas là pour vous apprendre à vendre. Ça, c'est en fait les écoles de commerce, c'est les consultants traditionnels sur des méthodologies de vente. Moi, je suis là simplement pour vous aider à comprendre pour mieux vendre. Voilà. Et en fait, de pouvoir intégrer cette fameuse connaissance du cycle d'achat client à l'intérieur de vos techniques de vente. C'est tout à fait complémentaire pour pouvoir en fait optimiser les mécanismes que vous utilisez au jour d'aujourd'hui. Donc en tous les cas, si vous ne souhaitez pas en fait changer, modifier et si vous êtes satisfait aujourd'hui des méthodes que vous utilisez, je vous conseille de ne pas écouter la suite et de passer donc à un post ou à une vidéo suivante pour ne pas comprendre la différence qu'il y a entre la création et la révélation d'un besoin client. Donc première chose à comprendre, c'est effectivement, c'est que à chaque fois que je fais des formations commerciales, à chaque fois qu'on évoque le cycle d'achat et les mécanismes de vente, les vendeurs, les managers, etc. me parlent toujours, oui mais bon Jean-Marc, il faut savoir créer un besoin. Alors, je pense que cette idée reçue est complètement dépassée. Pourquoi? Parce que, bon moi même d'un point de vue personnel, hein, moi je suis athée, mais peut-être que vous avez des convictions religieuses ou autres, même des convictions sur des méthodes de vente. Quand on parle de créateur, le créateur, il n'y en a qu'un. Nous sommes simplement là de révéler ou mettre en application des concepts qui existent. Donc, première chose, donc la création d'un besoin client n'existe pas. Et maintenant, il faut falloir appliquer d'autres méthodes pour être dans la révélation d'un besoin. En fait, il faut bien comprendre tout le mécanisme commercial sur la technique de vente que vous allez pouvoir mettre en place si vous êtes dans une conception intellectuelle de chercher à trouver de la révélation et non pas la création. C'est complètement différent. Et ça, on le voit dans les méthodes de vente, puisqu'en réalité, les consultants ou les vendeurs qui sont dans la recherche de la création d'un besoin, en réalité, sont dans un type de vente de réponse à objection. En fait, ils vendent à travers le traitement des objections. L'idée, c'est de pouvoir effectivement valider si une objection est réelle et fondée. Mais une objection peut être aussi un levier pour réussir à vendre. Donc en fait, ce sont des mécanismes différents. Pour expliquer donc effectivement la différence qu'il y a, j'illustre dans mes séminaires à travers une petite histoire quelle différence il y a entre la création et la révélation. Cette histoire, je vais vous la raconter maintenant. Donc imaginez que vous soyez propriétaire d'une voiture
et que cette voiture, vous souhaitez la changer parce qu'elle est vieille, parce que c'est le moment de la changer, vous voulez faire une plus-value, etc. Et tous les jours, vous vous dites, eh bien, effectivement, il faut que je vende cette voiture pour en acheter une nouvelle. Et vous n'avez pas le temps, vous êtes pris pour votre travail, vous êtes débordé, etc. Et votre voisin vient de s'acheter une nouvelle voiture très belle, et en fait, sans être jaloux, hein, vous vous dites, tiens, c'est sympa, il s'est acheté une super voiture, je devrais faire la même chose. Et un beau matin, votre voisin sort la voiture de son garage, refus de priorité, et un camion casse la voiture. Donc à ce moment-là, la vraie question, c'est de savoir qui a besoin de changer la voiture. Vous ou votre voisin? Vous comprenez maintenant la différence qu'il y a entre la création et la révélation? Et en fait, souvent, les commerciaux me disent, mais je suis là pour créer un besoin. Et quand je les challenge sur explique-moi ce que c'est que la création d'un besoin, ils tombent en réalité sur une réflexion qui est liée aux produits et aux services qu'ils vendent. La réflexion sur la création, la révélation d'un besoin, elle n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvenez-vous, à l'époque, on disait pour vendre, il faut savoir écouter le client. Il faut savoir écouter le client. Et en fait, beaucoup de commerciaux pensent que écouter, c'est simplement se taire. Voilà, je suis en entretien, je me tais, j'écoute mon client et après j'argumente. Et vous pouvez aussi constater que souvent l'argumentation n'est pas en relation avec l'écoute qui a été faite. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne dit pas que pour écouter, c'est fait pour comprendre. Et comprendre, c'est fait pourquoi? Pour analyser. Et cette analyse, elle est là pour justement révéler. Donc en fait, les 4 leviers, c'est j'écoute, je comprends, j'analyse et je révèle. Voilà en réalité la différence qu'il y a dans cette conception et cette démarche commerciale de vente qui est faite sur la révélation des besoins et non pas sur la création des besoins. Oubliez cette notion de création des besoins, peut-être elle n'existe pas. En fait, le vrai job et le vrai travail du vendeur, c'est d'être un révélateur. C'est passionnant, on pourrait en parler pendant 2 heures. Et en fait, voilà la différence qu'il y a entre la création et la révélation d'un besoin. Lorsqu'on est dans une phase de création, effectivement, on essaie d'écouter pour comprendre un besoin, pour résoudre un problème, mais en fait, on essaie d'imposer maintenant le produit, la solution par rapport à ce qui se passe. Parce que le client, maintenant, a l'information avant. Avant, il n'y avait pas d'information. Donc, en fait, on essaie d'imposer un produit, un service. Et on tombe malheureusement dans la vente réponse à objection. D'accord? Et lorsqu'on est dans la création ou la recherche de la création d'un besoin, on vend pour essayer de ne pas perdre un deal. Les commerciaux, maintenant, ils ne cherchent pas à vendre. Ils cherchent surtout à ne pas perdre un deal. Vrai ou faux? C'est vrai. Et en fait, on essaye de vendre et en pratiquant cela, eh bien, on tombe dans du hard selling. Et comme en fait, les commerciaux, 93% des directions commerciales, des commerciaux, etc., ne savent pas comment fonctionne le cycle d'achat client, eh ben, ils vont dire aux commerciaux, appelle le prospect, vas-y, on ne sait pas pourquoi on l'appelle, mais il faut l'appeler, vas-y, on s'en fout. C'est ça qui se passe dans les forces de vente. C'est vrai, ça marche comme ça. Alors que maintenant, si effectivement on est dans une réflexion de révélation de besoin par rapport à ce schéma-là, d'accord, on essaye donc d'analyser en écoutant le besoin, d'accord, de comprendre le contexte pour trouver une solution, donc solutionner un problème, que même en phase de présentation, que ça soit effectivement à travers ce qu'on appelle même le spin, faire confirmer que la solution par le prospect est la bonne, d'accord, et après on va tomber dans l'évaluation, obtenir la confiance et faire acheter. Donc en fait, c'est plus j'essaye de vendre, parce qu'en fait en essayant de vendre, je peux essayer de tomber, ou en fait essayer de convaincre, et je vais peut-être tomber dans des pratiques de hard selling sans le vouloir. Je ne dis pas que les gens le font d'une manière, volontaire, d'accord? Je dis que maintenant, si on est dans une phase, effectivement, je cherche à révéler chez un prospect, un client, alors je ne dis pas que c'est facile hein, non plus, hein. Ben, l'idée c'est de le faire acheter. Voilà, parce qu'en fait, encore une fois, les prospects et les clients connaissent vos produits et vos services avant de vous avoir vu. Donc en fait maintenant, le commercial, c'est plus d'être dans la phase découverte, c'est de savoir quelle est la maturité d'un prospect d'entreprise par rapport à ce qu'elle cherche. C'est ça en fait ce qui fait beaucoup de différence. Alors maintenant on va rentrer dans le cœur du sujet, donc c'est le cœur du réacteur, c'est cette fameuse connaissance du cycle d'achat client. Donc, pour pouvoir comprendre cela, alors je vous conditionne tout de suite, mais il va falloir aussi prendre beaucoup de recul et essayer parfois de switcher et de se mettre vraiment dans la peau de l'acheteur.
et pas de réfléchir comme un vendeur ou de réfléchir comme un vendeur à la place de l'acheteur. Il va falloir se mettre dans la position d'un acheteur, d'accord? Donc, je tiens à vous prévenir parce que les gens, je constate que les gens qui échouent, vous verrez, il y a 4 courbes, en fait, vous verrez, c'est assez simple à deviner, ce sera un petit jeu. Mais les gens qui échouent au test, ils vont dire ah, ça marche pas, etc. Mais si, ça marche. Donc je vous prépare tout de suite. Alors, effectivement, petit slide de rappel, c'est qu'effectivement, le cycle de vente, d'accord, c'est les techniques de vente par rapport aux techniques d'achat, parce qu'en fait en B2B, ben, les acheteurs ont des techniques d'achat, d'accord. Mais quand on parle de techniques de vente, effectivement, en technique d'achat, on est côté acheteur, côté vendeur. Le cycle de vente, c'est effectivement, ça englobe les techniques de vente, les étapes, etc. Le cycle d'achat, c'est beaucoup plus large en termes, vous verrez, de réflexion et de compréhension depuis la gestion d'un lead jusqu'à la signature. Et vous verrez que en fait, les deux sont liés. D'accord? Le cycle d'achat et le cycle de vente, ce ne sont pas deux choses séparées. Les deux fonctionnent ensemble. Donc, il faut bien comprendre ça après, d'accord? Et l'objectif, encore une fois, c'est de créer la confiance et d'obtenir la confiance d'un client pour pouvoir réussir à vendre. Donc, avant de vendre, il faut déjà se dire, tiens, comment je vais faire pour obtenir la confiance? D'accord? Et donc, la vente, comme ça sera l'échange d'un produit ou d'un service contre de l'argent, ça sera que la finalité. Pourquoi vous perdez des deals en ayant trop fait confiance à vos prospects ou à vos clients? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien du seul et unique fonctionnement du mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Pourquoi vous perdez des deals en ayant trop fait confiance à vos prospects et à vos clients? Mais je vais vous expliquer maintenant pourquoi cela arrive. Si vous comprenez le mécanisme de la vraie confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, à travers le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, vous allez comprendre pourquoi vous faites cela. Mais avant de vous expliquer pourquoi, et d'abord de comprendre le contexte de vente commerciale dans lequel vous avez pu perdre un deal en ayant trop fait confiance à un prospect ou un client. Et ce qui est aussi très important à comprendre dans la vente, ce ne sont pas les techniques de vente, mais le contexte de vente. C'est-à-dire qu'en réalité, il existe 3 contextes commerciaux pour pouvoir réussir à vendre. Le premier contexte est de vendre pour la première fois à un prospect ou un client. Le deuxième contexte est de pouvoir continuer à vendre à ce même client. Et le troisième contexte commercial est le fait de pouvoir remplacer chez un client un de vos concurrents. Et donc, cela est très important à comprendre, de bien différencier les 3 contextes de vente. Le premier contexte est de pouvoir vendre pour la première fois. Le deuxième contexte est de pouvoir être dans une notion ou dans une relation de fidélisation. Et le troisième contexte est de pouvoir déloger un concurrent sur un marché. Car ces 3 contextes vont avoir un impact très important sur la posture commerciale du vendeur et de l'acheteur et sur la posture de l'acheteur par rapport au vendeur. Comprenez bien cela. Ce n'est pas qu'une question d'homme ou de femme, mais c'est aussi une question de posture par rapport au contexte commercial. Et cela n'a rien à voir, encore une fois, avec les personnes en elles-mêmes. C'est bien le contexte qui va définir aussi la bonne relation et la bonne posture à avoir en fonction de ces 3 situations. Alors pourquoi vous perdez un deal en ayant fait trop confiance à vos prospects ou à vos clients? La réponse, elle est en réalité super simple à comprendre, mais encore une fois, je vous le répète, pour comprendre la réponse, il faut s'intéresser au fonctionnement, à l'évolution des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur, c'est-à-dire le besoin, la solution, le prix et le risque dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente. Et vous comprendrez, je suis sûr également, ce que je viens de vous expliquer sur la posture commerciale à avoir en fonction des 3 contextes. Mais pourquoi vous perdez un deal en ayant trop fait confiance à un prospect ou un client? Ce n'est pas à cause du prix, puisque vous avez pu dérouler votre cycle de vente, mais vous avez perdu votre deal dans le closing. Et vous pensiez pouvoir gagner ce deal, mais vous l'avez perdu. Et donc, en réalité, le premier critère n'est pas un problème ni de budget ni de prix. Mais comme vous avez aussi pu avancer dans votre cycle de vente, ce n'est pas forcément non plus votre solution. Parce qu'autrement, vous n'auriez pas pu avancer dans votre cycle de vente en n'ayant pas le bon prix et la bonne solution. Pourquoi vous perdez un deal en ayant trop fait confiance à votre prospect ou à votre client?
c'est parce que dans l'ensemble de votre cycle de vente, vous avez en réalité inversé la courbe du risque et la courbe du besoin. Vous avez inversé la courbe du risque et la courbe du besoin. Et oui, vous perdez un deal simplement à cause de cela. Vous perdez un deal en ayant trop fait confiance à vos prospects ou vos clients, non pas à cause du prix et non pas à cause de ses attentes, mais en ayant mal identifié en réalité la correspondance entre le risque et le besoin. C'est à cause de ça que l'on perd des deals en faisant trop confiance sans comprendre à la fin pourquoi on a perdu un deal, parce que justement, vous avez tout fait pour que vos prospects et vos clients puissent avoir confiance en vous, mais sans bien comprendre la bonne correspondance, ses besoins et le risque qu'il est en train de prendre pour vous accorder sa confiance. C'est pour ça, encore une fois, que je vous dis que c'est au vendeur de pouvoir contrôler quel niveau de confiance il peut accorder à ses prospects ou à ses clients pour pouvoir réussir à vendre et non pas l'inverse. Pourquoi la vente réponse à objection existe-t-elle et pourquoi est-elle la pratique commerciale la plus utilisée? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle uniquement du seul et unique fonctionnement de l'obtention de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente à travers les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans chacune de ces 3 phases. Alors, pourquoi effectivement la vente réponse à objection est-elle la plus utilisée par les vendeurs et pourquoi elle existe? Alors comme moi, vous avez certainement pu constater que lorsqu'on évoque la vente réponse à objection, bien souvent, des experts en vente, des consultants, des formateurs, des conférenciers, etc. vous donnent un ensemble de réponses possibles à travers les différentes objections que peuvent formuler un prospect avant qu'il puisse devenir votre client. Et oui, vous pouvez tout simplement chercher sur Internet et vous trouverez des réponses types correspondant à des objections tout à fait normales que peuvent vous formuler des prospects sur l'ensemble d'un cycle de vente. Mais traiter des objections sans en comprendre la cause et pourquoi justement elles arrivent dans l'ensemble d'un processus commercial et d'un cycle de vente, c'est cela qui est important de comprendre pour justement pouvoir les éviter. Je ne vais pas ici évoquer les différents types d'objections possibles. En tous les cas, les 2 grandes familles d'objections qui sont soit des objections fondées, soit des prétextes pour ne pas vous choisir. Et j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Alors maintenant, pourquoi la vente à objection existe-t-elle et pourquoi est-elle justement la pratique commerciale la plus utilisée par l'ensemble des vendeurs? Et bien encore une fois, pour répondre à cette question, il faut s'intéresser au fonctionnement logique, naturel et humain du cycle d'achat client. C'est-à-dire de bien comprendre comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Et ces 4 paramètres, vous les connaissez tous, c'est-à-dire le besoin, la solution, le budget. Le dernier paramètre, qui est certainement celui qui est le moins bien connu, le moins bien traité dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, est la notion de risque, c'est-à-dire quel risque est en train de prendre votre prospect pour pouvoir vous faire confiance et donc acheter vos produits et vos services. La vente réponse à objection vient tout simplement en réalité d'une incompréhension ou d'une forme d'ignorance de ce fonctionnement naturel, logique et humain. Et en fait, les objections viennent tout simplement de ne pas intégrer l'évolution de ces 4 paramètres dans les 3 phases d'un cycle de vente en imaginant que un tunnel de vente ou que la vente n'est simplement que le traitement linéaire des différentes étapes et différentes phases d'un cycle de vente associé au simple pourcentage de chance. Et j'ai fait justement d'autres vidéos pour vous faire comprendre que le pourcentage de chance n'existe pas dans la gestion d'une opportunité commerciale. Ou en tous les cas, si vous pensez que le pourcentage de chance existe, alors cela veut dire que vous travaillez certainement pour éviter de perdre le moins d'opportunités possibles plutôt que de pouvoir les gagner. Donc maintenant, pourquoi effectivement
la vente réponse à objection existe-t-elle et pourquoi est-elle une pratique commerciale la plus utilisée par l'ensemble des vendeurs? Simplement parce que si vous ne connaissez pas comment fonctionne l'obtention de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente à travers le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur pour pouvoir justement les traiter d'une manière simultanée dans chacune des 3 phases, mais à des degrés d'importance et de priorité pour l'acheteur. Et donc, il y a une sorte de déphasage entre le vendeur et l'acheteur et le vendeur. Et c'est cela, en fait, qui se traduit par des objections qui peuvent être des objections fondées ou des prétextes. On sait aussi que dans la phase du closing, une décision peut être irrationnelle. Et une décision est souvent irrationnelle par rapport à 2 paramètres. Le premier paramètre est souvent un choix politique, c'est-à-dire un choix stratégique ou tactique d'une entreprise. Là, j'évoque plus la partie B2B, qui fait qu'un prospect ne choisira jamais, même si votre offre est meilleure que celle de vos concurrents. C'est un prétexte et vous ne pourrez jamais gagner ce deal. Et le deuxième élément dans le traitement, je dirais, ou la compréhension d'une objection et du fait qu'un prospect ne souhaite pas vous choisir, même si vous argumentez correctement à toutes les objections que votre prospect a pu exprimer, c'est tout simplement un phénomène humain qui est la mauvaise foi. Et oui, la mauvaise foi est un élément humain. Et bien là, vous allez travailler sur les dossiers, vous imaginant que vous allez pouvoir les gagner, mais vous les perdrez toujours. C'est justement pour cela qu'il faut bien comprendre le bon fonctionnement des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur pour pouvoir vous aider à identifier et qualifier de vraies opportunités commerciales plutôt que sur de vraies fausses opportunités commerciales. Alors j'espère que cette vidéo aura pu vous aider à comprendre pourquoi la vente réponse à objection existe et pourquoi c'est la pratique commerciale la plus utilisée par les vendeurs. N'oubliez pas, 93%, je dis bien 93% des vendeurs, des patrons, des managers, des conférenciers, etc. ne savent comment fonctionne le mécanisme naturel, logique et humain de la confiance dans la vente. Pourquoi vous perdez des opportunités qu'il vous semblait imperdables? Pourquoi vous perdez des opportunités qu'il vous semblait imperdables? Alors avant de répondre à cette question, je vous préviens tout de suite. Ce que je vais vous dire maintenant va sûrement heurter la sensibilité commerciale de beaucoup de vendeurs, de beaucoup de managers, de beaucoup de consultants et de beaucoup de dirigeants. C'est comme ça. Donc il est peut-être préférable, si vous ne voulez pas connaître la raison pour laquelle vous perdez des affaires qui vous semblaient imperdables, arrêtez tout de suite cette vidéo. Maintenant, si vous voulez vraiment comprendre la raison, surtout ne répondez pas à cette question. Parce que toutes les réponses que vous allez pouvoir amener sont juste des prétextes. Donc c'est pas la peine de mettre en commentaire cette vidéo toutes les raisons. Ce ne seront que des prétextes sur le fait que vous avez perdu une affaire qui était imperdable. Mais la seule raison pour laquelle vous avez perdu des affaires ou l'affaire qui vous semblait imperdable, parce qu'en réalité, vous avez perdu beaucoup de temps sur des affaires qui, elles, étaient vraiment ingagnables. C'est ça la vraie raison. Donc pour comprendre, je vous explique, il faut bien comprendre le fonctionnement du cycle d'achat client pour obtenir la confiance. Et aussi comprendre que cela peut vous amener à gagner des deals qui vous semblaient ingagnables. Quelle est la seule chose contre laquelle vous ne pouvez pas lutter pour pouvoir gagner vos deals? Je vais vous laisser réfléchir 3 secondes sur ce sujet pour que vous puissiez trouver quel est l'élément contre lequel vous ne pouvez absolument rien faire pour pouvoir gagner vos deals. 1, 2, le seul élément contre lequel vous ne pourrez absolument pas gagner, quels que soient les arguments que vous allez pouvoir utiliser, est tout simplement la mauvaise foi. Mais ce qui est important de comprendre dans une négociation pour pouvoir justement amener votre prospect sur le chemin que vous souhaitez qu'il puisse prendre pour pouvoir vous faire confiance, et justement de pouvoir contrôler un certain nombre d'éléments dans les 3 phases d'un cycle de vente, mais également à travers les objections que votre prospect ou votre client est en train d'avoir à votre rencontre pour savoir si vous,
en tant que vendeur, vous pouvez lui faire confiance. Voilà en fait le seul moyen de pouvoir gagner vos deals. Non pas le fait de toujours tout faire pour que vos prospects et vos clients puissent avoir confiance en vous sans que vous puissiez contrôler si vous pouvez leur faire confiance. Que vous le vouliez ou pas, que vous soyez d'accord ou pas, lorsque vous utilisez la défiance commerciale, que vous le souhaitiez ou pas, vous serez et vous êtes obligé de pouvoir mentir, manipuler et tricher pour pouvoir faire en sorte que vos clients puissent vous faire confiance. Ça, je suis sûr et certain que vous le savez également. Et pourquoi cela? Parce qu'en réalité, 93% des personnes ne savent pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Quand vous ne connaissez pas ce fonctionnement-là, vous allez utiliser la défiance commerciale et la défiance commerciale. La finalité de la défiance commerciale n'est que l'utilisation de la mauvaise foi. Donc, contre la mauvaise foi, vous ne pourrez être jamais gagnant. À moins d'utiliser vous aussi la mauvaise foi pour pouvoir gagner vos deals. Là, vous pourrez être raccord avec votre acheteur. Mais le problème que vous allez avoir va être après la vente. Puisque lorsque vous faites un deal basé sur la mauvaise foi sera toujours présente. À la moindre occasion, votre client ira voir ailleurs et malheureusement, vous ne pourrez pas avoir une relation de confiance dans le long terme avec votre client. Voilà exactement ce qu'il se passe lorsque vous construisez un deal basé sur la mauvaise foi. Tu vendrais ça, vas-y? Prends-moi ce style. Je peux filer, j'ai rien avalé, Brad, fais-nous une démonstration. Vas-y, prends-moi ce stylo, regarde. Si, pour pouvoir réussir à vendre, vous avez besoin de mentir, tricher et de manipuler vos clients pour qu'ils puissent acheter vos produits ou vos services, alors vous utilisez la défiance commerciale. Quand vous utilisez la défiance commerciale en mentant, trichant et en manipulant vos clients pour pouvoir réussir à vendre, vous ne faites qu'une seule chose. Vous violez. Oui, merci Jordan. Vous violez la confiance que peuvent vous faire vos clients pour qu'ils puissent acheter vos produits ou vos services. Voilà simplement ce que vous faites en mentant, trichant et en manipulant pour pouvoir réussir à vendre. Vous violez la confiance de vos clients. Et pourquoi faites-vous cela? D'une manière consciente ou inconsciente. Et vous utilisez la défiance commerciale parce que justement, vous ne savez pas comment fonctionne dans chaque phase et dans la durée d'un cycle de vente le mécanisme du processus logique, naturel et humain, les évolutions, les 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la confiance dans la vente. Voilà pourquoi vous violez la confiance de vos clients en utilisant la défiance commerciale pour réussir à vendre plutôt que d'utiliser le bon fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. C'est quoi ce que tu n'as pas compris dans la phase de découverte d'un cycle de vente? La phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente? C'est ça que tu n'as pas compris? Que la phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente et dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler en permanence les 4 évolutions, les éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente pour un acheteur. Et c'est comme cela que tu vas pouvoir contrôler sur la durée d'un cycle de vente et dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, quelle confiance tu vas pouvoir accorder à tes acheteurs pour pouvoir les transformer en clients. Comprendre le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, il faut que tu puisses comprendre qu'en réalité, la phase de découverte dure sur l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler quelle confiance tu vas pouvoir faire à tes clients pour qu'ils puissent acheter tes produits ou tes services. Allez les gars, battez-vous, chopez-les, prenez-lui. Prenez votre téléphone et travaillez. Ce que vous avez à faire, c'est décrocher votre téléphone. Et je veux que vous enfonciez les actions de Steve Madden dans la gorge de vos clients. Jusqu'à ce qu'ils s'étouffent avec. Jusqu'à ce qu'ils s'étouffent avec et achètent 100 000 titres. C'est ce que je veux que vous fassiez. Ouais.